بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle séance de bioinformatique destinée pour les étudiants de première année master, toxicologie et biochimie. Donc, au début, je tiens à vous faire un petit rappel concernant les trucs les plus importants que nous avons vus la séance précédente. Là où nous avons parlé, nous avons discuté et élargir un petit peu et aborder euh, les questions suivantes. Donc, tout d'abord, nous avons euh, parlé de pourquoi on a utilisé ou on utilise maintenant les bases de données et les banques de données pour accumuler et archiver, voire faire la gestion même et les analyses en utilisant des outillages spécialisés dans les bases et les banques de données bioinformatiques. Et alors, pourquoi on recourt plutôt à des bases et des banques de données au lieu de faire, par exemple, stocker tous les acides nucléiques, les fragments des acides nucléiques et protéiques qu'on obtient d'une façon régulière dans des supports papier. Alors, pourquoi on utilise plutôt un support ou une ressource électronique qui s'appelle des bases et des banques de données afin d'enregistrer et de faire la gestion de tous ces séquences nucléiques et protéiques qu'on obtient par les savants et les chercheurs d'une façon régulière. Donc, nous avons déjà répondu à cette question. Et ensuite, nous avons attaqué à la question de quelle est la différence entre base et banque de données. Banque de données, ce qui est primary database en anglais, alors que base de données, ça s'appelle, comme nous avons dit tout à l'heure, secondary database. Donc, nous avons bien entendu établi la différence entre ces deux entités électroniques. Et par la suite, nous avons approfondi un petit peu pour aller parler des banques et des bases de données, voire pour avoir un peu de discussion sur les trois banques nucléiques les plus importantes et les plus reconnues, dont ils sont consultés par les chercheurs et savants dans ce domaine. Et nous avons également parlé des trois banques protéiques les plus importantes. Donc, juste un petit rappel concernant le nom des trois banques nucléiques les plus importantes. Donc tout d'abord, nous avons parlé de GenBank, d'origine américaine, ensuite EMBL d'origine européenne, et finalement, nous avons également parlé de DDBJ pour DNA Data Bank of Japan, qui est, comme indique son nom, d'origine japonaise. Ensuite, nous avons parlé concernant les banques de données protéiques, nous avons parlé, donc tout d'abord, de PIR, également de SwissProt, donc, dont il contient exclusivement des séquences réelles dont on a obtenu à travers des expériences de séquençage dans des laboratoires de biochimie et de séparation et de séquençage protéique. Ensuite, nous avons parlé de tiers EMBL, qui est naturellement la banque de données dont les séquences sont obtenues via
tout simplement une traduction automatique de toutes les séquences ADN de type CDS, dont on va parler par la suite, et voir la signification de ce terme-là. Nous avons vu le même réplique qui a été imité par GenBank et qui s'appelle GenPept. Donc, GenPept également, c'est une banque bioinformatique de nature protéique et qui a fait de même que TR-1BL. Donc, ils ont fait la traduction de tous les fragments ADN de type CDS d'une façon automatique pour obtenir leur protéine traduite. Mais c'est toujours d'une façon automatique. Donc, ce n'est pas des fragments protéiques qui sont normalement synthétisés naturellement par des cellules vivantes. Ensuite, nous avons parlé, pour ce qui est très important, nous avons également parlé d'une banque qui contient, donc toutes les structures tridimensionnelles des protéines qu'on a déjà, comment dirais-je, explorées par soit le Raman, soit en utilisant la diffraction par des rayons X. Donc, cette banque-là s'appelle BDB. Donc, sur BDB, on ne retrouve que des protéines sous format 3D. Donc, c'est le format fonctionnel des protéines. Et en tant que chercheur, on utilise ce format 3D dans des expérimentations de docking et de simulation automatique en utilisant, bien entendu, un outillage bioinformatique afin de faire des expériences, par exemple, dans le cas de l'interaction entre notre protéine qui est sous format 3D et un ligand quelconque dont on veut voir l'interaction entre les deux. Nous avons également exploré pas mal de bases de données spécialisées, toujours dans ce domaine, comme par exemple Flybase. Donc, c'est une base de données qui est spécifique par la drosophile, donc elle contient normalement toutes les séquences protéiques et nucléiques de drosophile et pas mal également d'autres bases spécialisées dont on a vu la dernière fois. Donc, cette fois-ci, on va s'attaquer un petit peu à la côté pratique afin de préparer à notre premier TP dans ce module-là. Par cette occasion, donc, on va essayer de faire notre premier travail pratique en allant sur la banque nucléique d'origine européenne. Là, je parle de EMBL. Donc, pour aller sur l'interface de EMBL, il suffit, par exemple, d'aller sur la barre de recherche Google, tout en écrivant EMBL. Donc là, je vais prendre le premier résultat de recherche Google. Je clique dessus pour entrer et être sur l'interface de EMBL. Donc, l'interface EMBL, c'est en fait trop simple. Il contient
euh, euh, certaines nouveautés dont ils discutent à la une sur leur page. Et ce qui est plus important, c'est leur barre de recherche. Donc là, bien sûr, on va mettre notre requête de recherche, qu'il s'agit du nom du gène ou des protéines dont on cherche à retrouver ces séquences nucléiques ou protéiques et toutes les annotations relatives à cette séquence-là. Par là, on peut euh, spécifier encore euh, le filtre dont on veut qu'elle soit notre euh, résultat. Par exemple, vous avez par là nucleotide sequences. Et là, par exemple, si on veut chercher le nom d'un gène qu'on veut normalement avoir sa séquence nucléique et pas de la séquence protéique qui est obtenue par la traduction automatique. Parce que là, si on parcourt un billet, on va bien entendu, si vous voulez dire, dans son archive, on va retrouver les deux types de séquences. Les séquences nucléiques qui viennent de l'archive nucléique de AMBL et encore des séquences protéiques qui viennent normalement de la banque protéique que contient EMBL. C'est ce qu'on a appelé tout à l'heure tiers EMBL, où les séquences protéiques, je dis, sont obtenues par une simple traduction automatique de toutes les CDS nucléiques retrouvées dans l'archive des séquences nucléiques de cette banque des données bioinformatiques. Donc, si on veut ne tomber que sur des séquences nucléiques, là, on va spécifier cette filtre-là qui est nucleotide sequences. Encore, pour, par exemple, euh, retrouver que des séquences protéiques, on peut spécifier et choisir les filtres protein sequences. On va écrire notre requête de recherche ici et on va cliquer sur Search. Ben, on va, pour notre cas, on va laisser le choix off. Tout simplement, si on va écrire ce qu'on veut obtenir comme gène ou comme protéine, donc là, on va retrouver des résultats bruts. Ça veut dire des résultats pour des séquences nucléiques ou pour des séquences protéiques ou même pour autres. Donc là, par exemple, on va chercher dans cette banque en utilisant le mot-clé caséine. Caséine. À propos, une autre chose, là, si on veut utiliser des banques des données bioinformatiques pour rechercher nos besoins, on va bien entendu écrire le mot correspondant, mais toujours en anglais. Donc, pas d'autres langues. Si on utilise une autre langue, telle que par exemple la langue française, on ne va trouver que dalle. Donc, on ne va pas, bien entendu, retrouver des choses correspondantes à des mots euh, françaises ou espagnols ou d'autres. Donc, ces banques et bases de données sont programmées en utilisant euh, quasiment et exclusivement la langue anglaise. Donc, nous avons écrit caséine. Donc, le caséine, ce sont euh, des protéines du lait. Ce sont des protéines qu'on retrouve dans le lait.
elle représente le protéine majoritaire du lait. Donc, on va cliquer tout simplement sur Search. Et là, OMBL, il a il a réalisé euh, une recherche sur notre mot clé qui est caséine. Donc, ce sont le résultat de recherche des OMBL. Donc, on va retourner en haut de la page pour voir un peu de statistiques. Là, combien de résultats de recherche qu'on a trouvé en utilisant le mot casier. Donc maintenant, dans chaque page, on va retrouver seulement 52 résultats du total de 285 000 euh, et quelques séquences. Dans l'ensemble, ce sont des séquences de type nucléique, nucleotide sequences, et de type protéique, protein sequences. Et il a, par exemple, il y a euh, d'autres résultats, par exemple, des résultats qui sont euh, en relation avec diseases, les maladies, par exemple, molecular interactions. Ce sont des résultats qui discutent. Là, on retrouve euh, quelque chose qui est en relation, par exemple, avec les interactions entre les macromolécules, telles que protéines et autre chose, ou acides nucléiques ou autre chose. Et on peut retrouver même des résultats qui discutent des réactions enzymatiques et des voies de métabolisme. D'autres résultats qui discutent la famille protéique dont on a utilisé en tant que mot de recherche. Donc, c'est la famille des caséines. Enzymes, par exemple, nous avons 34 ou 43 plutôt résultats dont il parle sur les enzymes. Et donc, normalement, ce sont les enzymes qui peuvent digérer ou faire des copies spécifiques au niveau des séquences protéiques de caséine. Literature, par exemple, ce sont des extraits ou des abstracts, des résumés, ou même des articles full text qui parlent de notre protéine et pas mal d'autres choses qu'on peut retrouver sur le filtre de résultats. Si par exemple, donc au début, nous n'avons pas sélectionné ou pris en considération la sélection d'un filtre spécifique. On peut également, si on a loupé la première étape afin de sélectionner un filtre spécifique, on peut, sur la deuxième étape, aller sur la côté gauche pour sélectionner le filtre dont on veut. Donc, le total, all results, nous avons, comme je viens de vous dire au début, retrouvé 285 428 résultats. Donc, dans ce résultat, on retrouve seulement presque de 54 000 résultats qui sont sous forme de nucleotide sequences, donc des séquences nucléiques. Et 112 000 et quelques, donc c'est presque 113 000 résultats qui sont en relation avec des séquences protéiques. Donc, si on veut faire, par exemple, une recherche sur une séquence nucléique du caséine, donc on fait tout simplement un clic sur ce filtre-là.
Donc, on clique dessus afin de ne choisir que, de visualiser que des séquences relatives à des séquences du type nucléique. Donc, regardez là. Donc, dans la rubrique de résultats, il n'y a que des séquences de type euh, nucléique. Il y a pas mal de résultats. Donc, on a dit au début, c'est à peu près 53 000 résultats de type de séquence nucléique. On peut aller d'une page à l'autre en cliquant sur le bon numéro de la page. Bien. Ici, on va chercher tout simplement. Et donc là, si on veut, par exemple, choisir un de ces résultats, on clique tout simplement sur ce chiffre-là qui représente le numéro d'accession. Donc, c'est un code, en fait. C'est ce qu'on appelle le code unique de cette séquence. Donc, là, on est entré, donc nous avons cliqué sur le code d'accession, le numéro d'accession de tout premier résultat. Donc, on a entré dans ce résultat. Et là, cette interface-là s'appelle le fichier d'entrée de cette séquence. C'est le fichier d'entrée de cette séquence. Donc, chaque séquence, dans les banques ou bases de données, il est organisé à l'intérieur de ce qu'on appelle un fichier. Donc, ces fichiers, communément, sont appelés de fichiers d'entrée. Donc, ce fichier d'entrée, ou chaque fichier d'entrée dont on retrouve, il contient tout d'abord la séquence qui est emmagasinée à l'intérieur, que ce soit de nature protéique ou nucléique. Et en plus de la séquence, on retrouve des informations. Des informations qui sont relatives à cette séquence. Donc, les informations qui accompagnent la séquence nucléique ou protéique dans un fichier d'entrée, elles s'appellent annotations. Donc, au lieu de dire les informations de la séquence, on dit les annotations. Voilà. Donc, par exemple, là, comme des informations, ben, ces annotations portent, bien entendu, des informations cruciales sur l'identité et la longueur et l'origine de la séquence cible. Ben, par exemple, parmi les annotations dont on retrouve, donc, tout d'abord, ce chiffre-là ou ce code-là, quand on dénomme code d'accession ou numéro d'accession, donc cet numéro ou ce code, donc c'est un code unique qui ne représente que la présente séquence. Ben, quelle est l'utilité de ce code? Ben, tout d'abord, si vous voulez bien dire, on peut, par exemple, si on veut prochainement euh, rechercher donc, le même fichier d'entrée représentant cette séquence, on peut tout simplement aller copier ce code d'accession, aller par exemple ouvrir euh, à titre d'exemple un fichier Word afin d'enregistrer et de sauvegarder ce code d'accession. Par exemple, on écrit casier afin de nous rappeler
la prochaine fois on veut aller sur, comment dirais-je, sur la même séquence, donc le même fichier d'entrée. Donc, on peut faire un sauvegarde et on dénomme ce fichier de la façon dont on veut sur notre PC personnel. Ben, une autre fois, si on veut, par exemple, euh, prochainement retrouver le même fichier d'entrée, on va directement copier ce, comment dirais-je, ce numéro d'accession et aller euh, sur l'interface de, comment dirais-je, OMBL, E1BL, on entre sur l'interface et on met notre code d'accession unique et voilà un seul recherche pour tomber sur le même fichier d'entrée et exactement la même séquence nucléique dont on a, sauvegardé euh, son code d'accession précédemment. Ben, je continue. Donc, toujours avec les annotations les plus importantes qui comportent ce fichier d'entrée pour la présente séquence. Par exemple, par la base count, là, on peut retrouver la longueur de cette séquence qui est normalement en base nucléotidique. C'est l'unité principale de la longueur d'une séquence nucléique. Donc, on mesure la longueur de séquence nucléique en utilisant les bases ou les paires de bases. Donc, sa longueur est de 1206 bases au nucléotide. Par exemple, là sur les annotations, on peut retrouver euh, d'autres annotations. On peut cliquer sur Show More ou Show Less pour avoir plus des annotations ou moins des annotations. Ben, Show More, ben, Product, par exemple, là, on parle du nom du protéine qu'on veut obtenir comme produit tout en exprimant cette séquence nucléique. C'est-à-dire, si cette séquence nucléique est exprimée et traduite par une cellule vivante, qu'est-ce qu'on va obtenir comme produit? C'est de la bêta-caséine. Protein ID, donc, euh, c'est le code d'accession pour la séquence protéique qui est ici par la traduction automatique de notre séquence nucléique qu'on va la visualiser par la suite. Euh, également pas mal d'autres informations, par exemple country. Là, on parle de l'origine de l'équipe de recherche dont dont ils ont séquencé ce fragment nucléique. Si on veut maintenant visualiser ou voir la séquence, une autre séquence nucléique qui exprime pour la bêta-caséine, on peut tout simplement aller sur euh, FASTA dans ce panneau en haut à droite et cliquer dessus. Et voilà donc notre séquence nucléique exprimant pour la bêta-caséine qui est sous format FASTA. Donc, un format FASTA, c'est tout simplement la plus simple ou le plus simple format euh, dont on utilise en bioinformatique euh,
dont elle décrit la séquence nucléique ou protéique. Donc, c'est principalement le format dont il utilise comme langage l'ensemble des outils bioinformatiques dans le domaine de la bioinformatique. Donc, le format FASTA, elle contient toujours, je vais agrandir un petit peu pour voir à quoi on parle. Donc, le format FASTA, comme je viens de vous dire, donc, elle contient tout d'abord euh, ce signe ou ce symbole de supériorité, hein, caractérisant alors le format FASTA. Donc, on peut distinguer le format FASTA d'une séquence nucléique ou protéique des autres formats décrivant la même séquence, c'est par la présence de symboles de la supériorité au début de la séquence. Donc, ce qui suit normalement le symbole de supériorité, donc c'est une écriture euh, qui peut, par exemple, décrire le type de cette séquence. Donc, on peut retrouver, par exemple, chaque donc, banque et comment elle organise la première ligne décrivant la séquence dans les séquences continues dans l'hierarchie. Donc, par exemple, là, dans un billet, on retrouve par exemple ENA, c'est-à-dire European Nucleotide Archive, c'est l'archive de billet, ce qui veut dire que cette séquence est extraite à partir de cette archive. Et par la suite, nous avons le numéro d'accession de cette séquence sur la banque EMBL. Et par la suite, nous avons euh, un petit détail concernant l'identité de cette séquence. Par exemple, nous avons bêta-caséine, donc ce qui veut dire que la présence séquence, elle exprime pour la bêta-caséine, c'est notre protéine en question, qu'on retrouve dans le lait. Et nous avons également euh, Pyrilla, par exemple, c'est Triodora qui représente l'espèce en question. Donc, l'espèce à l'origine dont on a extrait cette séquence nucléique. Donc, c'est un organisme vivant. Et par la suite, donc après cette première ligne, on va, et dans la deuxième ligne, on va commencer à lire notre séquence nucléique. Eh bien, par exemple, euh, là, on commence par la lettre 1 qui correspond à la nucléotide adénine. Et puis, nous avons thymine. Encore G, ça représente guanine. C, ça représente cytosine, et ainsi de suite. Donc, nous avons dit combien de nucléotides on a? Donc, on a presque 1200 nucléotides. Si on compte, on retrouve le 1200 nucléotides qui sont présents là, qui sont présents là. Ben, ça, c'est en résumé comment peut-on réaliser une requête de recherche en utilisant l'interface d'une banque de données, que ce soit protéique ou nucléique. Euh, Comment également on peut visualiser son fichier d'entrée et quelles sont les différentes informations, veut dire les annotations qu'on peut retrouver à l'intérieur et comment on peut voir et télécharger la séquence cible sous format
FASTA. Donc, on peut le télécharger en utilisant une simple copie et puis on peut ouvrir que ce soit un fichier euh, Word ou pour la faire coller et l'enregistrer sur notre PC personnel afin de faire tout le nécessaire des choses qu'on veut réaliser sur cette séquence, analyse ou autre chose sur des outils ou des logiciels euh, bioinformatiques spécifiques. On peut utiliser également Notepad pour sauvegarder notre séquence sous format FASTA pour l'utiliser ultérieurement.